À l'aide de sa longue vue, le ciel de Chassagne scrute à l'horizon l'arrivée des premiers visiteurs. Et alerte la maison communale qui sort de sa torpeur matinale. En 1980 à peu près que ça a été fait. Ce terrain appartenait à M. Combalusier, un agriculteur de Chassagne, qui était maire de Chassagne à l'époque, et qui a fait don de ce terrain pour champ de vigne, je suppose, je veux dire, et de faire brûler les poudis. Les poudis, c'est les serments de vigne, donc c'est ça. Il a fait don pour construire cette école. Voilà. Et lorsqu'ils ont décidé, c'était en 1880 à peu près, lorsqu'ils ont décidé de construire cette école, ils ont creusé des fouilles, mais seulement il s'avère qu'ils n'ont jamais trouvé le rocher. Alors en causant, donc je ne peux pas mettre mes 50, parce que je ne sais pas exactement comme ils sont. Et ils ont pris la décision, vu qu'ils ne trouvaient pas le rocher, pour faire une bonne assise, c'est de prendre du bois de paille olive. Ils ont fait tremper pendant quelques temps dans la rivière, pour enlever le tannin, tout ceci et tout ça dans la rivière, pour le faire sécher et tout, et le poser au fond des fouilles en long. Ce qui fait que l'école repose sur du bois. Mais un bois trempé, il faut savoir que c'est un bois qui est très dur et dur, qui ne pourrit pas dans le tannin. Donc c'est une bâtisse sur du bois. Ça s'appelait le Poudillas. Poudillas, Poudille et Poudille, ce sont les serments de vie. Moi, lorsque j'y étais, on était 11, quoi. Ah oui, Ouais. On était 11, moi, quand j'étais. Et elle a fermé en 1983, je crois. Oui, j'étais quand même assez nombreux et tout, quoi. J'étais quand même 6 ou 7, ça fait nombreux. C'était des classes uniques, j'imagine. C'est classe unique, oui, c'est classe unique. Ah oui, ça a démarré du CP jusqu'au CM2, quoi. D'accord. Ouais, c'est classe unique. Mais souvent, bon, il y avait une rive juste au bord et tout, la pluie rentrait aussi parce qu'on pouvait récupérer le maximum d'eau. La feuille, c'est tellement la feuille, vous voyez. Ouais, c'était la feuille, imaginez la feuille du verre à soie, quoi. Donc il ramassait la feuille du verre à soie, quoi. Donc c'était seulement de mai à juillet, je crois, comme ça, quoi. Et il faut savoir que donc, la feuille, il la prenait comme ceci. Il ramassait uniquement la feuille. Dans ce sens-là, vous voyez, il faisait tomber les feuilles comme ça, comme ceci, quoi. On ramassait toujours la feuille pour les chèvres, les animaux, les chèvres, essentiellement les chèvres, quoi. Alors une année, on ramasse la feuille, et l'année d'après, on les taille, quoi. Elles étaient voûtées, bien sûr, couvertes par rapport à l'évaporation. Vu que l'été était très chaud, tout ça et tout, pour garder la fraîcheur et maintenir l'eau pour éviter l'évaporation, ils faisaient une voûte dessus, quoi. On appelle la manlève, quoi. À la cime, donc, il y avait c'était percé, il y avait une autre bout de bois qui descendait, qui était attachée essentiellement comme le fléau avec de la peau d'anguille, quoi. Parce qu'avec la rivière et tout, beaucoup, il faut savoir qu'au mois de mai, les anguilles remontent dans les rivières pour faire leurs petits, quoi. Et ici, comme à beaucoup d'endroits, lorsqu'elles remontent, ils attrapent les anguilles, quoi. Elles remontent au moment des acacias. Lorsque les acacias sont en fleurs, c'est là où les anguilles remontent pour pondre. Alors à l'époque, c'était interdit, mais ça a toujours été peut-être plus ou moins. Donc, on mettait des nattes ou des cordes pour attraper les anguilles, quoi. Donc ils mangeaient la viande. Et la peau, ils la faisaient sécher au soleil. Et c'est quelque chose qui le faisait, qui devient très très dur et tout, quoi. Qui permettait de relayer les deux bouts de bois ensemble, quoi. Donc il y avait un autre bout de bois qui descendait avec un seau au bout, bien sûr, quoi. Et là, donc là, et à ce côté-ci, il y avait un aubésou, quoi, qui était percé. Il y avait une grosse pierre de rivière également, qui servait de contrepoids. Dans la mangeoire, quoi. Et essentiellement, après, il y avait des canaux qui permettaient d'irriguer le jardin. Ceci permet aux habitants d'accéder à leur propriété derrière, quoi. Parce qu'il faut savoir que les maisons, d'abord, sont construites, sont agrandies au fur et à mesure des besoins. Comme je dis, au départ d'une maison, la famille s'agrandit, ou le besoin pour la culture font que il faut agrandir la maison, donc ils passent. Mais comme il y a un passage qui permet d'aller chez le voisin, ils sont obligés de respecter. Ils venaient, donc ils portaient la pâte et le bois. D'accord, oui. Et donc il y avait le boulanger qui était préposé, qui allumait, mais chaque famille apportait sa pâte, sa farine et son bois. Et à tour de rôle, un jour par semaine par exemple, chacun avait son jour et tout, quoi. Donc voilà, mais il fallait apporter, je veux dire, le bois et tout, quoi. Et comment il est physiquement là? Parce que Et non, mais le four n'existe plus, quoi, je veux dire. Ah, il a Mais- été supprimé. Oui, il a été supprimé, D'accord, oui, parce que bon, après, c'était communal, quoi. Est-ce que la partie c'était communal ou quoi, ou qu'est-ce que maintenant c'est privé, enfin, Bien sûr. Et je suppose que la porte était plus, la route devait s'arrêter, je devais être plus bas, je suppose, à l'époque, Ah oui, quoi, parce que l'entrée est quand même petite, quoi, ouais. Oui, oui, Et le oui. four était là sur la droite. Mais là, c'est quand même vraiment plus bas, donc je pense pour descendre, il n'y a pas d'escalier ni rien, je pense. Comme vous voyez, là, c'est des pierres ou des pavés qu'il y a. Donc je pense que c'est pas la pierre de l'Ento, vous voyez, qu'il y a là, quoi. Ouais, Donc ouais. c'était un peu plus bas. Sans de là être bien sûr c'est de 20 dans les portes. Hein. Donc 80, non, de 20, je sais pas. Enfin, tu peux pas si haut peut-être, mais c'était un peu plus bas, je pense, quoi. Je suppose, quoi. Ouais.
fallait monter dessus pour chasser l'air. Une autre couche de farine, une couche de figues, un torchon, et voilà, pour chasser l'air, pour qu'il n'y ait pas d'air et tout. Et on a mangé pratiquement jusqu'au printemps qu'on a mangé, quoi. On a mangé jusqu'au printemps des figues sèches comme ça, quoi. C'était vraiment naturel, un peu de farine et des figues, quoi. Mais il fallait qu'il n'y ait pas d'air, quoi. Donc on mettait un torchon et on montait dessus, quoi. Mais pour que les mouches ne viennent pas, vous mettiez... Ah, mais après, la caisse était faite, dessus on mettait une planche bien hermétique. La caisse était déjà Non, mais hermétique. quand en fait. ça séchait, Ah oui, ah Parce ben, qu'il y avait donc, les non, mouches mais, qui il fait, venaient. mais non pas trop parce qu'il fait tellement chaud et sec, vous savez, parce que le soir on est rentré quoi. Ça séchait au soleil quoi. Ouais. Donc quand il fait trop chaud, vous voyez, quand il fait vraiment chaud comme les moustiques, vous voyez, quand il y a vraiment le soleil, ils viennent pas trop quoi. Ils viennent surtout à tomber de la nuit quoi. Ouais. Quand le soleil, et lorsque bon, la journée on les sortait, dès que le soleil passait, les filles on les rentrait et elles étaient dans des tomières, vous savez, comme on fait maintenant. Lorsqu'ils sont jeunes, vous voyez, comme par exemple, ils prenaient les branches, vous voyez, s'il fallait les serrer, par exemple, celui-ci, il est serré un peu, et c'est le troisième, vous voyez, par exemple, qui poussait, par exemple, faire une push à 3 becs, vous savez, il est formé jeune, quoi. Donc il l'attachait un peu, il laissait grossir, et lorsqu'ils étaient prêts, il coupait la branche, et il faisait la fourche ou l'ustensile de travail et tout, quoi. Avec ce bois-là, le micro-coudier, quoi. Une fois sec, qui est bon. Quand il est vert, vous voyez, il se plie assez facilement, Oui, fait, bon, oui, voilà. oui. On arrive à le former, et une fois qu'il est sec, il est très dur et résistant et tout, quoi. On dépendait de Chamonix, quoi. Ouais. Et c'est devenu autonome, ils ont pris leur dépendance vers 1789. Quoi. Ils avaient demandé à l'évêché de Uzès l'autorisation de construire une église ici, parce que donc on était soit baptisés ou enterrés, parce qu'à l'époque c'est religieux, sur Chamonix. Mais il fallait traverser le Boudaric, le ruisseau qui passe devant Super U, tout ça. Et lorsqu'il était en crue, il y avait des chutes, tout ça, c'était dangereux. Quoi. Alors ils avaient demandé l'autorisation de construire une église pour pouvoir avoir l'autonomie plus ou moins. Ça a été accordé, et c'est les villageois qui ont financé cette église, quoi, en 1780. Mais bon, la construction a duré pendant des années parce que, comme c'est les villageois qui payaient, suivant les besoins et les finances, quoi, donc ça traînait. Quoi. Et donc voilà, donc ils ont fait l'église, c'était un cocher à peigne, quoi. Et la particularité de ce cocher, c'est que c'était avancé de toit, quoi. Parce que le clocheron ne voulait pas se mouiller, quoi. Alors il dit, bon, on va lui faire un toit. Et ce qui fait le charme de ce clocher, c'est cette avancée, cette petite terrasse là-haut et tout. Ouais, avec de belles pierres. Des belles pierres et tout ça, ouais. Des belles colonnes. Voilà. Et lorsque le toit a été refait dans les années 80, je crois, il était prévu de tomber. Pas le cocher, d'avancer, quoi. Ah bon? Mais les habitants de Chassagne ont protesté. Bah oui, Oui, ils ont protesté bien pour fait. le maintenir et tout. C'était une entente avec le maçon, quoi. Ça a allégé la facture du toit, tout ça et tout, quoi. Mais bon, c'était une entente. Voilà, vous voyez, le support et l'entrée de la partie entière n'est pas la même que la barre. En fait, ça supposait que ceci était l'entrée et après ça a été déplacé. Et à l'époque, vous voyez, ici, par contre, les pierres sont placées par rapport à l'autre côté. Parce qu'il y avait la chair, vous savez, à l'époque, le prêtre montait à l'échelle pour faire son serment. Donc c'est pour ça que les pierres avaient été placées pour mettre la chair, tout ça et tout. Bon, voilà. Et là, il est sur le cœur, vous voyez, on voit deux taches sombres. Oui. Parce que dans les années 50, je crois, les habitants de Chassagne ont décidé de repeindre l'église, quoi. Cette couleur jaune dans la haut, quoi. Parce que ça, après, ça a été fait dans les années 90. Ça rendait les choses plus Voilà. lumineuses. Et donc, oui, ils avaient, comme ils n'avaient pas de chapeau d'arbre comme maintenant, ils avaient placé des poutres pour échapper des pommes. Après, ils ont rebouché les trous, ils ont mis par-dessus, mais toujours ces taches sont ressorties. C'est pour ça qu'il y a des taches jaunes. On se dit, le chapeau d'arbre, ils avaient mis. Ces taches ressortent, il n'avait pas fait mal. Donc ils mettaient là, vous voyez, donc ils tournaient. Et donc ce qui fait que tout ce qui était feuillage, tout ça, les coques partaient ici. Il y avait une grille, vous voyez, bon. Elle était grosse suivant ce que vous mettiez, vous voyez, il y a des cousines aussi. Quoi. Donc ça faisait de l'air, comme on avait. Ça faisait de l'air. Donc l'air chassait toutes les coques, les feuilles, tout ça et tout. Et le blé tombait de l'autre côté, vous voyez, il y a une trémie de l'autre côté, et le blé tombait de l'autre côté. Quoi. Voilà.
c'était le Ventaille, ou Tara aussi, va les régions, le Ventaille ou Tara. Voilà. Là, bon, après, bon, là, c'était la cheminée des anciens, quoi. Ça, c'était la cardeuse, parce que vous connaissez, quoi. C'était pour la laine. C'est pour la laine, oui. On va couper la laine du mouton, vous voyez, il y a des clous. Oui, oui. Et ça, c'était pour couper la laine des moutons, quoi. Ah oui, d'accord. C'était pour couper la laine des moutons. C'était les ciseaux qui servaient à l'époque à couper. Bon, c'était plus serré, bien sûr, peut-être c'était ça serré, vous voyez. Ils coupaient comme ça la laine des moutons, ils taillaient comme ceci, avec ceci. Voilà. Et là, vous avez l'herse, le tasier métallique, vous savez, c'était à l'époque, ils passaient le labou, ils faisaient des grosses lignes dans la terre, et pour casser les mottes, quoi, ils tiraient ça derrière le mulet, ou le cheval, avec deux crochets, ils tenaient ça par terre, et avec les gros, ça permettait de casser les mottes. Voilà. Et ça, c'était les pièges, on appelle ça piège à loup, mais c'était surtout des pièges à renard, quoi. Donc, c'est un peu comme les tapettes à rats, vous voyez, c'est le même système, mais bon, c'est plus gros, plus douloureux. Et vous voyez, donc, suivant la personne comme elle était vicieuse, soit c'était droit, alors c'était dentelé, ils cassaient tout, puis ça coupait moins et tout, quoi. Oui. Ils mettaient ceci, voilà, il y a du bois, oui. Donc c'était les caisses à la fin de l'arrière, quoi. Et après, ils mettaient du mal, une fois que les aïeux, ils tombaient dans ce qu'on appelle le fouloir. Donc, vous voyez, c'est c'est un fouloir, oui. Oui. Ouais, oui, parce que, oui, attention, Mécanique alors. oui, ça tournait à la main, vous voyez, on tournait, et ça écrasait le raisin, oui. Il y a un système pour écarter les rouleaux, vous voyez, ça s'écartait, et ça écrasait le raisin, et ça tombait dans le gros tonneau qui est dessous, quoi. Il vidait ça là-dedans, il tournait, ça écrasait le raisin. Et après, une fois que c'était passé, il a passé dans le pressoir. Oui. Le pressoir, vous savez, comme les pommes, on voit là, ça. Et avant, ça passait dans le fouloir. Ça D'accord. reposait dans la grosse cuve. Et après, il faisait sortir le jus, et ce qui restait, il le passait au pressoir pour extraire le dernier jus qui Le restait. dernier jus qui reste. Voilà. Maintenant, je vous laisse entre les mains de son monsieur. Voilà. Voilà. Ça se fait d'abord. Voilà, ça c'était plus loin et tout. Voilà, Didier, il pourrait mieux vous en parler, mais enfin, bon, dans le temps, il y avait des... Oui, c'était des écuries, des étapes et tout. Et il y avait une porte. Il y avait une porte. Enfin, elle est toujours là, la porte, mais murée derrière, Et qui était un passage. c'était pas ça qui donnait chemin à la porte de l'église, quoi. Je vous dis, comme je dis, c'était une prieuré ici, quoi. Et donc voilà, et ça permettait, les prieurs passaient par là pour aller à l'église. Quand nous sommes voisines, ça a été logé, tout ça et tout. Donc il y avait ce passage par là. Donc les bêtes, elles allaient paître. Oui, par ce chemin-là, ouais. C'était sous le plateau des gars, comme je dis, par là-bas, ça c'est la main. Et là, c'était des écuries, des tables, tout ça et tout. Voilà. Oui, parce que en fait, c'est ma maison, ça. Voilà. C'est pour ça que. Voilà, donc ici, on est donc chez Didier, hein, Oui, voilà. qui est votre guide, là, pour... Voilà, oui, c'est là, ouais. Et en fait, sa maison, il l'a appelée, je ne sais pas si vous avez vu le Ah parler, oui. la magnanerie. Alors moi, je vais parler de magnanerie. L'élevage des vers à soie, parce que c'était une activité très, très importante dans tous les villages au 19e siècle, et encore, même jusque dans les années 50. Il y a encore des anciens ici, enfin des anciens pas si mieux que ça, enfin disons 70 ans, qui peuvent encore parler de l'éducation du ver à soie. Donc je vais vous en parler. Alors une magnanerie c'était quoi? Une magnanerie c'était c'est l'endroit où on élève le ver à soie. On dit éduquer, mais bon, je préfère dire élevage, parce que c'est quand même des insectes, hein, c'est quand même pas des... Donc, et pour ça il fallait des grandes pièces, il fallait beaucoup de volume. Pourquoi? Parce que l'élevage des vers à soie, on verra tout à l'heure, en fait, on posait tous les vers et ils se nourrissaient sur des étagères comme ça. On appelait là, c'est un taulier, on appelle ça des clés, des tables, ça dépend. Mais en fait, c'était des étagères comme ça. Alors là, c'est une reconstitution que j'ai faite à partir de un véritable taulier que j'ai récupéré ici dans le village voisin. Alors, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ça, c'était la largeur du taulier et que c'était sur 10 mètres de long. Donc, il fallait de la place. Et moi, celle que j'ai, celle-ci, elle faisait 2 fois cette hauteur. Le haut des maisons, alors les hauts des maisons n'étaient toujours pas assez grandes. Donc, ce qu'on a fait la plupart du temps, on les a rehaussées. Alors, il y en a qui ont rehaussé la plupart des magnaneries, ce sont des anciennes maisons qui ont été rehaussées, ça vous pouvez le voir, quand vous vous baladerez, quand vous vous baladez, vous allez souvent voir des maisons et vous allez voir que le haut, il est un peu différent du bas. Ouais, On voit que c'est rajouté. Ouais, Monsieur Fromentin nous a démontré la Oui, chose. voilà. Voilà, donc ça vous allez le voir, ça c'est encore des traces qui sont très très visibles. Comme vous allez voir également des petits fenestrons en haut. Alors souvent c'est des fenestrons rectangulaires, en rond. Et ça servait pour aérer les pièces du haut. On verra tout à l'heure qu'il fallait beaucoup de soins pour que la chambrée, on appelait ça une chambrée,
que l'élevage du ver à soie se fasse de manière correcte. Donc la magnanerie, c'était ça. C'était d'abord des maisons d'habitation qu'on a aménagées pour devenir des endroits où on pouvait élever le ver à soie. Il y en a d'autres qui avaient plus de moyens, etc., et qui voulaient produire beaucoup plus, qu'on créé des véritables magnaneries. C'est-à-dire que dans l'utilisation était exclusivement réservée à l'élevage du ver à soie. Alors on a des... Donc c'était des constructions, c'était pas des habitations, contrairement à ici. En bas, on avait un genre de cave ouverte vers l'extérieur par où arrivait l'air, et ça permettait d'aérer le bâtiment. Il y avait des ouvertures comme ça sur les côtés. Ces étagères qu'on appelle le taulier, c'est ce que je vous montre là. Donc c'était assez, ça pouvait être très grand, hein, très haut. Et puis il y avait des cheminées qui permettaient d'évacuer l'air chaud, et parce qu'on chauffait également, il fallait une température qui était relativement stable. Donc il fallait de l'air, il fallait des endroits où on faisait du feu. Et alors, généralement, c'était dans les angles de ces pièces-là. Et d'ailleurs, on voit... Alors dans les angles, on mettait des tuiles comme ça, arrondies. D'accord. Vous voyez, on les mettait dans les angles comme ça. On va en voir tout à l'heure sur la vidéo. Et en bas, on faisait un genre de petit âtre comme ça et on faisait du feu. Et on voit encore des traces, si vous allez dans les vieilles magnaneries, dans les vieilles maisons, si vous allez dans les étages, ici d'ailleurs, on ne pourra pas parce que c'est un peu risqué, mais on verra que tous les angles des maisons étaient noircis. Et donc c'est bien la preuve qu'il y avait un feu qui était fait dans les angles de ces maisons. Voilà. Et la culture se faisait sur toute l'année ou il y avait une saison qui était plus propice? Voilà, donc on y vient. Alors une fois que la magnanerie était faite, comment ça fonctionnait? On partait de graines. Donc c'était des graines, j'y reviendrai plus précisément tout à l'heure. En fait, c'était des petites graines de ver à soie qu'on achetait ou qu'on avait. Ah, c'était des petites graines, c'est ça, oui. D'accord. Là, on voit les petits vers une fois qu'ils sont sortis. Ah oui, d'accord. Alors ces graines-là, c'était vendu dans des boîtes. Et on appelait ça, et le poids à l'origine, hein, c'était la référence, c'était une once de graines. Une once, c'était à peu près 25-30 grammes. Et dans 25 ou 30 grammes qu'on avait dans des petites boîtes comme ça, comme on voit ici, des boîtes de comme ça, Oui, ressemble à des boîtes de métalliques, là. oui, en carton souvent, c'était Souvent. percé pour être aéré. Et dans une boîte comme ça, il y avait une once, et une once, c'est 40 000 œufs. D'accord. Et il faut savoir qu'une habitation, enfin moyenne, hein, comme ici, alors on avait 2, 3, 4 onces. Donc ça fait 4, ça fait 4 fois 4, 16, ça fait plus de 150 000 œufs. Alors au début c'est rien, mais vous allez voir qu'après ça va Avec devenir, le temps, ça va devenir important. Alors au début, qu'est-ce qu'on avait? On avait ces graines. Et on commençait l'éclosion de ces graines, donc on commençait l'élevage des vers à soie, à partir du moment où les mûriers poussaient dans les champs. Parce que la nourriture exclusive du ver à soie, c'est la feuille du mûrier. D'accord? Donc il fallait que le départ de l'élevage, ça durait un mois. Hein? Ça D'accord. durait un mois. L'élevage entre la graine et puis le ver et le cocon, il y a un mois. Ça durait qu'un mois. Et donc il fallait que ce mois coïncide avec la pousse des mûriers, parce que quand le mûrier pousse, il y a des petites pousses au départ qui sont très tendres, donc ça va très bien pour les petits. Et jusque le deuxième, troisième âge, on parle de ça en âge, il fallait donner des petites pousses, on les hachait, etc. Et après on donnait carrément des feuilles, parce qu'on verra que ça mange. En occitan, c'est le magnon. Donc la magnanerie. La magnanerie, ça vient du magnon, et le magnon, c'est le ver. Et comme il était tellement gourmand, on appelle ça un gourmand, un poivre, et donc c'était le nom du magnon, et ça a été repris de cette manière-là. Alors pour le nourrir, vous allez voir que, en fait, la vie, on parle ça en âge. Comme il va grossir de manière tellement importante et assez rapidement, en un mois, donc en fait, ce qui va se passer, il va y avoir 4 mues. Il va changer de peau 4 fois, parce que sinon, il ne pourrait pas, vu la grosseur, et donc il est obligé de s'arrêter. Alors, et donc on dit qu'il y a 5 âges, puisqu'il y a 4 mues. Alors vous voyez, il y a le premier âge, deuxième âge, troisième âge, alors c'est de 5 à 6 jours, alors vous cumulez, ça fait 30 à 36 jours. D'accord? Mais regardez ce qu'il mange au début. Alors ça, c'est pour une once, pour une petite boîte, c'est-à-dire 40 000 œufs. Au départ, il faut 6 kg de feuilles. C'est énorme parce que c'est tout léger. À la fin, il faut 1 tonne 300. Enfin, il faut 900 kg pour les 8 ou 10 derniers jours. Au total, pour nourrir une boîte, il nous faudra à peu près 1 tonne 3 de mûrier. Pour une boîte. Que de feuilles. Et on avait 3-4 boîtes.
Vous voyez? Il fallait du Alors mûrier. pour faire Ouais, 5 tonnes de feuilles, Ouais. il faut en Il faut avoir vraiment- des mûriers ouais. et il faut aller les cueillir. Alors, qu'est-ce qui se passait? Bon, c'était la tâche des hommes, hein. C'est les hommes qui partaient au champ, puis qui les ramassaient, qui les cueillaient. Et puis les femmes, elles s'occupaient essentiellement, presque la fin, elles s'occupaient de donner à manger. Donc il fallait donner à manger régulièrement, les feuilles, il fallait les donner à manger. Après, il fallait nettoyer très régulièrement. Ça demandait un soin, il fallait aérer, il fallait chauffer. Donc vous voyez le chauffage, Oui, alors, oui, là, oui, il y avait une cheminée qui était là. Alors ça, c'est quand il arrivera à la fin, vous voyez, j'ai filmé dans un musée, je suis tombé dessus, puis j'ai filmé mon truc, et on voit un verre qui est en train, qui est monté. Ah oui, tu as tout de faire ça. Et c'est marrant. Il fait son coco, là. Et tu le vois, il dessine un 8. Alors, justement, avant d'arriver là, qu'est-ce qui se passe? Alors au début, on met des feuilles et on met les verres dessus. Alors au début, ils sont tout petits. Vous voyez, alors là, ils sont déjà grands. Hein. Disons que par rapport à l'âge, on est là au 3e et au 4e âge. Donc là, vous voyez, il fait 1,5 cm, là il fait 3-4 cm, en train de manger. D'accord? Ah, mais ils sont vivants. Ah ouais, j'étais les chercher à la gorge. Ah ouais, ouais. Et donc ceux-là, ils sont vivants, vous voyez, donc ils prennent ils mangent énormément, et comme ça, et arrivé alors à chaque mue, quand il se change de peau, je veux dire, il s'arrête de manger, il attend comme ça à peu près une journée, et puis il se change, et après, hop, il redémarre, mais il s'arrête. Et à la fin, au bout du 4e âge, alors là, il devient gros, il fait 8 à 9 cm. Là, il devient carrément translucide, on le voyait tout à l'heure. Il devient translucide, il se lève et il s'arrête. Il ne bouge plus. Et là, on sait qu'il va monter. Il va monter où? Ben, au début, il n'y a que des feuilles. Et à la fin, quand on sait qu'il est arrivé à son stade, donc au bout d'une trentaine de jours, on fait ce qu'on appelle de l'encabanage. On va chercher des broches de bruyère. Uniquement. C'était surtout des broches de bruyère. Alors pourquoi on n'en connaît pas la raison, mais on pouvait prendre du genêt, on pouvait prendre mais la broche de bruyère s'y prêtait bien, parce que c'est des petites... C'est touffu, quoi. Voilà, c'est touffu, c'est des petites brindilles, tout ça, ça marchait bien. Et d'ailleurs, on a fait des expériences, quand on mettait des genêts et des bruyères, ils montaient dans la bruyère. Et quand on les nourrissait avec des feuilles de mûrier, c'est lui expliquer énormément de feuilles de mûrier, et à la fin de leur vie, c'est-à-dire au bout d'un mois, ben, ils montent. Les vers montent, ils font à peu près 9 cm, alors qu'au début c'est tout petit. Ils montent dans les branches et puis ils se fabriquent un cocon. Et ce cocon, ils le fabriquent, on le voit là en train de le fabriquer, il met 3 jours. Il met 3 jours, il y aura à peu près une trentaine de couches d'un seul tenant, d'un seul fil, le fil de soie, qui fait entre 800 et 1500 mètres. D'un seul tenant. Donc le fil de soie, ça va être ça. Le cocon. Alors c'est assez dur. Pour faire ça, ben, il a deux extrémités au bout de sa tête. Et puis, il y a 2 brins qui sortent, qu'on appelle la fibroïne, c'est la soie. Et elle est collée par le grès. Un grès, une sorte de colle qu'on appelle la séricine. C'est pour ça qu'on dit sériciculture. Et donc, il sort 2 brins qui sont collés, et puis il fait des 8. Il fait des 8, et les 8 vont permettre de faire ça. Et dedans, ben, au début, il fait, à la fin de sa vie, quand il fait 9 cm, quand il fait son cocon, il est comme ça, et quand il a terminé le cocon, il est là. Donc il a beaucoup diminué quand même. Parce qu'il s'est vide. En fait, tout ce qui était à l'intérieur, la soie, il l'a fait à l'extérieur. Donc là, actuellement, dedans, il y a ce qu'on appelle, il s'est transformé en chrysalide, et il va devenir un papillon. Le bombix qui vient de la nature, et il fabrique une soie à l'intérieur de lui, et qui va le faire grossir. Il va grossir 10 000 fois par rapport à son poids d'origine. Au début, c'était tout petit verre. Hein. J'avais une boîte là, comme ça, vous pouvez le voir. Et puis à la fin, après, il fait 9 cm. D'accord? Donc voilà. Donc là, tout ça, c'est une production artisanale. Et ça va rester que artisanal. Pour arriver à faire du cocon, c'est que de l'artisanal. C'est dans les familles. Alors, il y en a qui ont essayé de faire des grosses maisons, des grosses menuiseries, on en provient des ouvriers, tout ça, ça existe également. Mais l'immense majorité, c'est comme ici, dans les maisons. Pourquoi il y a des cocons blancs et des cocons jaunes? C'est rapport à l'espèce. D'accord. Parce qu'il y a différentes espèces de vers, donc selon les coins, les régions et la nature où on l'a acheté, il pouvait être blanc et jaune. Mais normalement, la soie, l'origine, c'est jaune.
c'est plutôt jaune qu'on trouve, mais on peut trouver des blancs, c'est une question de variété simplement. Alors quand on arrive là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'intérêt, c'est d'avoir la soie. C'est avec ça que les gens vont gagner de l'argent. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient bien avant, hein, progressivement, mais ça met du temps à venir. Hein. Ça, en tout, ça fait 200 ans. Mais disons que l'âge d'or, c'était 1800-1850, et jusque 1850, eh bien, les paysans, ce qu'ils faisaient, en fait, après, ils mettaient ces cocons dans une bassine. D'accord? Il fallait que ça aille vite. Pourquoi? Il ne fallait pas que le papillon sorte du cocon. Si le papillon sortait du cocon, on arrivait à ça. C'est-à-dire qu'il a sécrété une bave, un acide, qui va dissoudre le grès et qui va lui permettre de sortir et devenir un papillon. Mais une fois qu'il aura fait ça, il aura cassé tout le fil. Et il l'aura sali. Donc ça ne vaut plus rien. Donc pour faire ça, pour éviter ça, on étouffait la chrysalide, c'est-à-dire qu'on la mettait dans un bain de vapeur de 80 degrés pendant quelques minutes, ça ne durait pas longtemps. Donc souvent on utilisait les fours à pain ou bien les fours ou des trucs comme ça. Et on étouffait le verre pour qu'il meure à l'intérieur. Et une fois qu'il était mort, on avait un petit peu plus de temps pour se retourner. Et qu'est-ce qu'on faisait? On le mettait dans une bassine comme ça, de l'eau chaude, pour dissoudre légèrement la colle, le grès, qui permettait de... Et on prenait le fil, on l'accrochait à un dévidoir et on tournait. Et à force de tourner comme ça, on mettait plusieurs cocons, on rassemblait les fils, et on arrivait à ce qu'on appelle la soie grège. C'est une flotte. On appelle ça une flotte. Donc, alors c'est pas, pour l'instant, c'est pas... On ne peut pas la travailler, c'est une juxtaposition de fils hein, qui se suivent. Bon là c'est dans un sale état parce que depuis le temps qu'on le manipule, mais normalement c'est comme ça, vous voyez. Et ça fait un fil. Alors après, ce fil là, cette soie grège, cette flotte, on la vendait à la filature ou au moulinage. Et le moulinage, c'était une opération qui permettait de faire un vrai fil en le tordant. On assemblait plusieurs flottes comme ça. Et une fois qu'on assemblait plusieurs, on les tirait, on le tournait dans un certain sens, on en mettait plusieurs, on tournait dans l'autre sens, et on avait un fil qui était solide, plus ou moins solide selon ce qu'on voulait faire. Mais quand même, ça a l'air solide parce que le fait de tourner comme ça. Ah bah oui, déjà même comme ça, si vous prenez, ah ouais non mais déjà, bon, là c'est impossible c'est impossible, hein. Oui. C'est impossible à casser parce que là il y en a trop. Mais si vous en prenez un, c'est très très solide. Ouais. Et l'intérêt de la soie, c'est qu'on l'utilisait beaucoup pour les vêtements, les foulards, les vêtements de luxe, etc. Et ça pouvait avoir une utilité, par exemple pendant la guerre 40. Pour les parachutes, tous les parachutes étaient faits à base de soie. Donc on a poussé les gens il y a des affiches, je les ai pas là, je vais l'éditer, on va le voir passer là tout à l'heure, où on a cité les gens avant la guerre, dans les années 30, à développer le verre à soie parce que ça permettait de faire des... Alors on faisait des parachutes et on faisait des trucs un peu marrants que j'ai pas ici parce que c'est assez rare à trouver, des cartes d'état-major de l'armée sur de la soie. Donc on avait des grandes cartes comme ça et on imprimait. Donc il y en a une au musée de la soie à l'Argentière, c'est joli à voir, c'est beau. Et l'intérêt c'est que ça se froisse pas, ça ne fait pas de bruit. Donc la nuit, vous pouvez travailler dessus, vous pouvez regarder et donc ça ne brûlait pas, c'était indéfroissable, ça ne se déchirait pas, c'était solide comme tout. Et donc par exemple, c'était une des utilités. Et ça c'était pendant la guerre. Avant, l'immense majorité des cocons qu'on récoltait, c'était pour faire de la soie grège, pour ensuite être filé, être tissé, être teint, pour pouvoir faire des tapis, des broderies, des foulards et puis des vêtements. C'était ça, la finalité. Et c'était fait en Ardèche ou ça partait sur Lyon? Ça partait sur Lyon. En fait, on appelle ça des donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, c'est-à-dire ceux qui utilisaient ces cocons,
c'était c'était les soyeux de Lyon. Le but, c'était d'aller à Lyon. Et d'ailleurs, À la croix. dans l'ordre des choses, et d'ailleurs c'est l'inverse là-dessus, mais ça commence en 1845, 1850, et là, tout s'effondre. Tous les vers sont malades, ils deviennent poivrés, ils sont tachetés, ils deviennent poivrés, et le poivre, en Occident, c'est la pébrine. C'est pour ça qu'on dit que c'était la maladie de la pébrine. Alors on ne sait pas trop quoi faire, donc les gens vont acheter à ce moment-là des graines, parce que les graines, les œufs, ben, ça tournait. Une fois que c'était fini, ça, une fois qu'on a fait étouffer, qu'on en gardait quelques-uns vivants, Oui. et on laissait faire la nature, et on les laissait sortir. Une fois que les vers étaient sortis, ce que je montrais tout à l'heure, parce qu'il fallait récupérer les œufs pour l'année d'après. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, on les laissait sortir, on accouplait, parce que le bombix, le papillon qui va sortir, il est complètement, comment je vais dire, pas Dépendant. dénaturé, mais il ne sait pas voler, il ne sait pas marcher, il ne sait rien faire du tout. Donc, il faut le ramener, en rapprocher. Le seul truc qu'il fait, c'est qu'il bat des ailes, mais il ne peut pas voler, c'est petit, c'est trop gros, pour se rapprocher d'une femelle pour prendre. Ah, oui. Enfin, pour s'accoupler. Et ensuite, une femelle va toujours prendre, accoupler ou non, féconder ou non. Donc elle va prendre des œufs, 500 œufs, 600 œufs. S'ils sont fécondés, ben, ils vont devenir gris. Et s'ils ne sont pas fécondés, ben, ils restent jaunes et puis ça ne sert à rien. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont récolter ces petites graines, ils vont les mettre de côté, dans des boîtes. Et puis ils vont, l'œuf, une fois qu'il est pondu, au bout de 5 jours, il s'arrête. Il arrête sa croissance. On appelle ça la diapause, c'est fini. Il arrête, il attend. Mais il ne meurt pas. Et il ne meurt pas. C'est extraordinaire, c'est comme ça. Ouais. Alors il va faire, pendant 4-5 mois, il va faire ce qu'on appelle l'estivation. Il va rester au chaud, 22 degrés, 24, hop. Après, pendant 4-5 mois, il va être au froid. Faut qu'il soit... C'est comme ça. Il doit être au chaud, ensuite il va être au froid, pendant 4-5 mois. Et après, ben, on va arriver au mois d'avril. Et là, ben, une fois que les pousses vont venir, ben, on va l'incuber. On va le faire sortir. Alors pour l'incuber, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre les œufs, on va les mettre dans des petits sachets, et les femmes vont les porter sur elles, dans leur corsage ou dans leur jupon, parce que ça va durer une douzaine de jours à peu près à 24 degrés. Et on a vu que, le corps de la femme, eh ben, si ça s'y prêtait bien, on mettait 2 boîtes, le contenu de 2 boîtes dans des nouets, et là, non mais c'est comme ça. Super, je porte mes verres. Voilà. Et puis, ouais, mais non, mais comme ça, tu fais ça. Allez savoir. En tout cas, c'était comme ça. Et ça a été. Donc, c'est vraiment quelque chose d'artisanal. Hein. Après, il y a eu ça, ce qu'on appelle un expéditoire, un castelet des Cévennes. En fait, c'est comme un chauffage central. C'est de la tuyauterie, on met de l'eau chaude, on fait chauffer, on entretient. Et dans les tiroirs, on met de la gaz comme ça, et on met les œufs dessus. Et puis on le fait chauffer, on le laisse comme ça pendant une dizaine de jours, on ferme la porte, on attend, on entretient, on fait attention, on met un thermomètre ici pour vérifier que c'est bien, on fait toujours très très attention, et au bout de 12 jours, que ça soit dans les nouées ou que ce soit là-dedans, hop, miracle de la nature, on voit des tout petits vers qui font 2-3 mm, ils sont tout poilus, bon, il faut le voir les poils, on a des microscopes pour ça. Et donc, et puis ils sortent, et une fois qu'ils sont sortis, ben, hop, on les pose, on les met au début dans des paniers comme ça, parce que ça prend pas beaucoup de place, mais au début, jusque les 15 premiers jours, ça va, mais au bout de 15 jours, c'est sur des trucs comme ça qu'on va faire, et au bout de 3 semaines, tout ça est rempli. Et alors c'est tout des verres comme ça mange des feuilles à outrance. C'est impressionnant la taille entre le départ d'une petite boîte et à la fin il faut un bâtiment complet pour... Donc voilà, et donc la pébrine, on en revient, et on arrive dans les années 48, 50, la pébrine, ça ruine tout le monde, etc. L'État, devant cette catastrophe, elle envoie Pasteur, le fameux Pasteur, elle l'envoie à Alès, et là il va rester en 67, et il va rester, en 65, il va rester 4 ans, et il va trouver une méthode pour régler il ne va pas trouver l'origine de la pébrine, il ne va pas trouver le remède pour le soigner, mais il va trouver une méthode pour le détecter, et une fois qu'on l'a détecté, ben après pour l'éliminer. Alors comment il faisait? C'est pour ça qu'il y a un microscope ici. On regarde au microscope,
les gens regardent au microscope et puis ils prennent il y a, une fois que la femelle a pondu. Une fois que la femelle a pondu, on la met sur une petite toile et on l'accroche à la toile, la femelle. D'accord? Et on fait ça pour tous les œufs qui sont pondus. Donc chaque groupe d'œufs est associé à une femelle. Après la femelle, on la prend, on la broie dans un petit bassinet et on regarde au microscope. Et si au microscope on voit qu'elle est malade, c'est-à-dire qu'on découvre ce qu'on appelle des corpuscules, c'est des taches, voilà. Et quand on voit qu'elle est malade, ça veut dire que toute la production sur le il faut le jeter. Si elle n'est pas malade, on le garde. Ça, c'est ce qu'on a appelé la méthode cellulaire, parce qu'on appelle ça une cellule, un petit bout de tissu avec tout dedans. Et donc, la méthode Pasteur, la méthode du grainage cellulaire. Donc ça va permettre de trier et de choisir les bons vers de mauvais vers. Mais ça, c'est fini. Les paysans le font. C'est pas eux qui le font. Là, ça devient technique. Il faut. Oui, c'est ça ici. On les met dans des cellules comme ça. On met une capuche pour laisser garder la femelle et on les écrase dans les petites corolles. Mais bon, il fallait passer par là. Et donc ça, après, ça va être un métier, c'est un nouveau métier qui va apparaître, il y a les graineurs. Les graineurs, il y aura des gens qui vont être spécialisés, qui vont faire des boîtes, et ça a duré qu'un mois et demi dans l'année. C'était un appoint. C'était un appoint très important parce que ça a permis de construire des maisons, de les agrandir, de financer des églises. Enfin, il y avait énormément. C'était le seul argent frais qui rentrait dans la maison. Sinon, il n'y en avait pas. C'était des bêtes, de l'élevage et tout. On faisait du truc, on faisait des échanges où il n'y avait pas d'argent. Là, c'était vraiment de l'argent qui était donc donné en échange des cocons. Il y avait tout un système. On mettait des cocons dans les grands sacs, on avait la place du marché pour les vendre, etc. C'était posé. Il y avait toute une organisation. Ça occupait des 40 000 sériculteurs ici. Il y en avait 150 000 dans la région. Il y avait des marchés. C'était une organisation, c'était une industrie. Et donc, alors ça a repris avec la méthode Pasteur, ça a permis d'éviter que tout ça pouvait périclite, mais c'est resté comme ça, tout doucement, puis ça s'est délité jusque dans les années 50. Il y a eu quelques sursauts avec la guerre, ce que j'expliquais, on a essayé de les aider et tout, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme la production n'a jamais bien suivi, qu'il fallait toujours acheter à l'extérieur, les soyeux, les fameux soyeux de Lyon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que c'est eux qui avaient de l'argent, c'est eux qui étaient près du pouvoir, parce que le pouvoir était dans les grandes villes. Les premiers châtelains de Chassagne furent les Monjeux, arrivant d'un hameau de Gravière appelé Montjoc. De cette famille, Astorgue de Monjeux fut le premier seigneur de Chassagne après un partage avec son frère en 1391. D'après les actes notariés, un fils ou frère d'Astorgue se maria avec Anne de la Garde, fille du seigneur de Chambonnat. Les Monjeux se succédèrent de père en fils. Seigneur de Chassagne, qui avait peut-être un moulin sur Chassézac, mais on n'est pas certain. Il y a une ruine que l'on voit. À côté du pont de fer, il y a une ruine qui est peut-être la première habitation de la famille qui s'appelait de Monjeux et qui venait de proximité de Gravière, un village qui s'appelle Montjoc. Et ils ont transformé en Monjeux. Donc ceux-là, est-ce qu'ils avaient déjà la tour? Je ne suis pas sûre. Mais ils ont construit le château sur cette façade. Donc cette partie du château qui est appuyée contre... Là aussi, alors eux, ils ont construit le château, le haut en bas du grenier, appuyé sur cette tour. À l'époque, il n'y avait qu'une tour. Et leur pièce principale était au premier. Et il n'y avait sans doute qu'une pièce par étage et par le surenchère. Alors là, je vous le dis, parce que c'est un monument historique, ils me l'ont dit, mais ça me paraît extraordinaire. Comme il n'y avait pas d'escalier, qui ont été construits au XVIIe. C'est Jacques d'Izarne qui fut le premier seigneur de Chassagne après le décès de Monjeux,
sous le nom d'Isarne de Montjeu, marquis de Villefort. La propriétaire précédente l'avait bouché. Parce que pour ne pas s'embêter, elle avait 2 fenêtres, pour l'autre elle avait bouché. Et là, c'est qui a été maintenu, la seule ouverture d'époque qui a été maintenue, parce que les autres fenêtres, ils ont agrandi au 19e, au 20e. Par la famille suivante, qui s'appelait Isard de Villefort. Alors la première famille de Montjeu, le dernier couple n'ayant pas d'enfants, ça a été les neveux de la châtelaine qui étaient à Villefort, qui s'appelait Isard de Villefort et qui avait déjà construit le petit château de Castanet. J'ai une photo du château qui vous dit. Là c'est donc près de Villefort, en pleine unité. Il a été sauvé des eaux par un groupe qui a fait au monument historique et il aurait dû être à moitié immergé. Ils ont fait quelques échelons jusqu'à ce qu'ils aient construit 2 châteaux et ils se sont intitulés Isard de Villefort. Bon, eux-mêmes, il y a qu'on ne proclamait pas le petit roi de France qui était, il était là, le château. Donc là, cette succession donc, de la famille Montjeu qui a construit cette partie à la famille Isard de Villefort qui avait ce château, différentes tours au milieu et de l'autre côté. Alors cette tour-là, dans laquelle il y a l'escalier, en fait, ils arrivent à l'étage, au premier étage, il y a une porte pour entrer dans la pièce principale de la famille Montjeu et une autre porte qui est entrée dans la pièce principale des Montjeu. Alors c'est la famille de monsieur de Marcieux ou Chanalet qui ont fait les toitures en pointure. Parce que c'était pas du tout Ils agrandirent le château déjà construit par la famille de Montjeu. Avec Henri, son fils, ils restaurent l'ermitage de Sainte-Eugène en 1652. En 1830, il vend le château au marquis de Chanalay qui avait acheté en 1800 à la famille de la Garde le château de Chambonnat. Celui-ci modifia le toit des tours, qui était plat et incliné à l'origine, en y ajoutant les charpentes pointues recouvertes de tuiles vernissées. Le château, à la fin du XIXe siècle, vivra une période sombre, passant de main en main, jusqu'à l'achat en la propriété en 1930 par M. et Mme Rieux-Villeneuve. Elle fit construire la terrasse et les 2 bassins hydrauliques. Après le décès de son mari, Mme Rieux-Villeneuve entreprit d'importants travaux à l'intérieur comme à l'extérieur. En 1947, les grands-parents de Mme Hélène Abaziou, copropriétaire actuelle, le docteur et Mme Émile Roche, achetèrent le château qui, depuis, est resté dans la famille. C'était grâce à Saint-Philomène. Donc la chapelle a été construite autour des années 70. Elle avait comme un grand intérêt de protéger les fruits de la terre. C'est-à-dire que Sainte-Philomène pouvait faire pleuvoir quand on en avait besoin, hein, en fonction des miracles. Voilà, il suffisait de la prier. Cette chapelle a été reconstruite par mon grand-père qui était maire en 1925. Et dans la statue que vous voyez là-haut, il y a encore la délibération du conseil municipal avec tous les conseillers pour expliquer comment ils avaient reconstruit cette chapelle. Cette chapelle a été à nouveau détruite en 2003 et j'ai repris le flambeau par rapport à mon grand-père. Donc on a refait une statue à l'intérieur, on a aménagé l'intérieur et je mets régulièrement
dépliant qui explique la vie de Philomène, si vous le voyez en France. Et je laisse aussi un petit cahier où les gens mettent ce Donc Saint Philomène a été vierge et martyr pour ses religions, pour ses conditions religieuses, bon, voilà, etc. Ces reliques sont à Mignano en Italie, je les ai vues. Bon, voilà. Donc j'entretiens cette chapelle par plaisir et quand j'étais enfant de chœur, l'église que vous voyez là-bas, nous montions en surplis, en robe, en surplis, oui, voilà, pour faire une messe pour les fruits de la terre, et le prêtre disait la messe ici, en montant jusqu'ici. C'était le 21 mai, je crois. Enfin, et donc à ce moment-là, Saint Philomène est censé protéger tout le... terrasse et de nouveaux oliviers. Donc ça nécessite malgré tout un peu de travail, en sachant que tout ça se fait à la main avec une mécanisation minime. On travaille un peu comme les Romains, en faisant rouler, parce qu'une pierre ne se porte jamais. Une pierre, il faut la faire marcher. Et à partir du moment où on la fait marcher, elle ne pèse pas. Donc on peut la manipuler sans effort, sans douleur. Je fais 65 kg et j'arrive à remuer ces blocs sans aucune difficulté. La technique est tout à fait simple. On fait en sorte que les pierres se croisent. Ça, vous avez ce qu'on appelle les pierres de parement. Celle qui rentre à l'intérieur plus profondément, c'est une boutisse. Et ensuite, vous avez un deuxième mur qui est mal bâti, qui n'est pas aussi régulier que celui-là, mais qui permet malgré tout d'arrêter la terre et de laisser passer l'eau, parce que le danger de ces murailles, c'est en fait la pression de l'eau qui apporte, comme sur un barrage, lorsqu'il y a beaucoup de pluie, parce qu'il quand il pleut ici, on peut avoir 2 cm en quelques heures. Donc ça nage de partout, il y a 20 cm de partout. Donc l'eau passe à travers et évite la poussée importante. Mais malgré tout, au bout d'un certain temps, l'eau finit par colmater et la muraille s'en va. On dit qu'elle fait le ventre. Voilà. Je fais partie dans le jeu de piégeage pour savoir si en Ardèche nous avons les insectes qui sont potentiellement capables de transmettre cette maladie d'un arbre à l'autre. Donc voilà. Et les mouches, hein. Oh là, il y en a beaucoup. Arthropodes, cercoptes, cicadelles, les cigales. L'arthropode, bon, quand vous passez avec un filet à papillon, un gros filet comme ça, vous récoltez des dizaines d'insectes qu'il faut plus ou moins répertorier. Et ensuite, avec un aspirateur, on les met dans un tube, et j'envoie ça congelé à la fac, enfin, à l'Institut de biologie, qui analyse le tube digestif pour savoir ce qu'ils ont mangé auparavant et savoir ce qu'ils vont manger ensuite. Donc, c'est une des recherches pour nous prémunir contre la maladie tueuse de l'olivier, la Xylella. La Xylella est une bactérie qui obstrue les canaux qui amènent la sève brute du sol aux feuilles. L'olivier meurt en quelques semaines asphyxié par le blocage circulatoire. C'est en fait une embolie, comme l'on trouve chez les humains, qui bouche les vaisseaux. Donc nous avons une recherche en Ardèche sur cette parcelle comme ça. Je fais ça chaque année depuis 3 ans. Et il y a des, je veux dire, il y en a ici. Il y en a. Pas beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est parce que j'ai vu sur un fidole que oui, ça me parle, oui. C'est moi qui l'ai envoyé. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y en a beaucoup, mais on n'a pas trouvé ici la bactérie correspondant à celle qui infecte les oliviers dans les pouilles en Italie. Ah, voilà. On a la multiplex, mais pas celle-là. Ah d'accord. Ici vous avez par contre un greffon, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, un greffon. Transformer l'olivier, celui-là, à une autre variété. C'est un clone. On en parlera. On va le nettoyer la base. Cet arbre a été choisi pour plusieurs raisons, parce qu'il peut nous amener de l'origine de l'olivier jusqu'à l'époque actuelle. Pour l'origine de l'olivier, on a plusieurs façons de l'interpréter. Vous avez la partie mythologique, où on nous dit que c'est Athéna qui, en compétition avec Poséidon, pour faire quelque chose pour la terre par rapport à la demande de Zeus, a fait sortir un olivier d'un rocher,
alors que Poséidon a fait sortir un cheval magnifique pour faire la bataille. Et finalement, Zeus a décidé que le bienfait de l'humanité serait l'olivier et qu'Athéna bénéficierait de la partie d'Athènes, de Pénélope, pour créer la ville d'Athènes. Ça, c'est la première partie mythologique. Il faut y croire à moitié, peut-être pas tout à fait. Deuxième partie de l'olivier, malgré tout, c'est un bois qui est de tradition religieuse. On le retrouve pratiquement partout dans la religion, avec les huiles saintes, avec la croix du Christ qui était un olivier, le mont des Oliviers et le Golgotha où il y a eu la passion du Christ. Golgotha, ça veut dire moulin à huile en hébreu ou en araméen, je ne connais pas le grec, mais tout ça c'est très proche de la religion. On sait aussi que le lit de Pénélope, la vraie, pas celle de Fillon, celle de Pénélope, la vraie, était un olivier. Et on sait que la massue d'Hercule était également un olivier. Et que quand on va un petit peu plus loin, et si on retrouve encore la mythologie, Noé a envoyé une colombe après le déluge, et la colombe est revenue avec un rameau d'olivier, parce que c'était le seul arbre qui était sorti du déluge et qui était hors d'eau. Pour être un peu plus scientifique, il faut se remonter aux ères quaternaires et aux ères glaciaires de notre époque. On sait que entre 60 000 ans et 12 000 ans en arrière de Jésus-Christ, notre région, l'Europe, était une période en période froide. On a retrouvé à partir de pollen, de la palynologie et de bois calciné, des restants d'oliviers ou de noyaux à Totavel, à Roquevert, à côté de Marseille, et dans des îles, les Baléares, des noyaux qui remontent entre 8000 et 10 000 ans, datés au carbone 14. On sait qu'il existait avant ces noyaux-là des arbres sauvages que l'on retrouve encore dans le désert du Maghreb en forme de les astres, c'est-à-dire que l'arbre est buissonneux, il fait des olives toutes petites qui sont impropres à la consommation, mais que les chèvres aiment beaucoup et que les animaux aiment beaucoup. Donc l'olivier descend certainement d'une période très ancienne, 60 000 ans, a été reconnu 5-6 000 ans néolithique pour nous, 12-15 000 ans néolithique pour la Mésopotamie. Vous savez qu'on a 5 000 ans d'écart entre nos voisins mésopotamiens, l'Irak, la Syrie, etc., qui étaient beaucoup plus en avance que nous, parce qu'ils ont commencé à domestiquer et à travailler la terre il y a 12 000 ans, alors que nous, ça fait que 6 000 ans. Donc l'olivier vient certainement du Levant, puisqu'il a été amené en grande partie par les Romains, qui nous ont ramené la vigne et le vin, il faut le remercier. 2500 ans, c'est les Phéniciens qui ont créé Massilia, qui ont créé Marseille. Donc, et cette culture s'est prolongée dans toute la Gaule et ensuite dans toute la partie de l'Europe qui admettait des températures clémentes. L'olivier craint le froid, il craint l'humidité, il lui faut de la chaleur et de la lumière. Au-dessus de 450 mètres d'altitude, on n'a pas ou très peu d'oliviers, sauf s'ils sont dans un coin très, très resserré, très particulier, à l'abri, comme on dit chez nous. C'est pareil pour la température. Si vous avez des gels, même si vous êtes au niveau de la mer, l'olivier ne résistera pas. Il résiste à moins 12. Moins 16, il gèle. Quand il est en difficulté, parce que l'olivier produit bien jusqu'à 100 ans. Après 100 ans, il faudrait faire ce que nous ne pouvons pas faire chez les hommes, on le régénère, c'est-à-dire qu'on recoupe. Par exemple, je vais laisser partir cette branche, je vais couper ici, et j'aurai dans 10 ans un arbre un peu plus gros que ça, neuf, qui va se mettre à produire, alors que celui-là ne produit. Il est trop vieux. Si on ne veut pas continuer sur Andier, on reprend un rejet de la terre que l'on greffe, et on a un arbre nouveau. On en parlera. Donc l'olivier pousse naturellement dans un climat tempéré, avec des conditions de culture qui sont modestes, nous avons peu de choses. Le travail de l'olivier se résume à deux grosses parties. La taille où
qui nous permet d'avoir un arbre formé. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que la lumière rentre à l'intérieur. Les principes de la taille, pour vous qui avez des oliviers là-bas, c'est Radio Monte Carlo. On coupe tout ce qui rentre, tout ce qui monte, et tout ce qui croise. Et en plus tout ce qui vous emmerde. Parce qu'il faut pouvoir rentrer à l'intérieur, faire en sorte que maintenant avec des machines ou à la main, on puisse passer partout sans se blesser, sans tout ça. Donc la taille est très importante. Tout ce qui s'écarte, de façon à pouvoir les ramasser. La taille est très importante, elle se fait en fin d'hiver, quand les gels sont terminés, et elle nécessite beaucoup de travail, puisque chaque fois il faut passer avec un sécateur, il faut ensuite ramasser les branches, etc. Mais la taille est primordiale et il faudrait tailler chaque année le livre. Ensuite, pendant toute la période du printemps, on n'a pas grand chose à faire, il faut attendre la floraison. La floraison, c'est-à-dire que chaque fleur a 4 sépales, 4 pétales, 2 étamines et un pistil. J'ai bien dit 2 étamines et un pistil. Ça veut dire que la fleur est hermaphrodite. C'est-à-dire que la fécondation, vous avez du pollen et un pistil au milieu. Hein? Donc vous pouvez penser que c'est parfait. En fait, non. L'olivier ne tolère pas sa propre famille. Donc, il ne se marie pas avec sa voisine ou avec le pollen qui est à côté de lui. Donc il lui faut du pollen étranger pour favoriser la fécondation du pistil de l'olive. Ce qui veut dire que cette olive que vous voyez là, je sais que la mère est cet arbre, mais je ne connais pas le père. Parce que le père, c'est un pollen qui vient d'ailleurs. Le père est d'origine indéterminée. Ce qui veut dire que si je le plante, si je le sème, je vais avoir un olivier nouveau. Puisque l'amendon, la génétique, est faite d'un père qui n'est pas ça, la mère oui, et donc on a une variété nouvelle. Donc si je voulais planter cet arbre-là, ça ne marche pas, je ne peux pas. Je ne sais pas quel est le facteur polliniseur de cette olive. Donc pour avoir des olives toujours les mêmes de bonne qualité, on prend soit une bouture, on va essayer de prendre une olive quand même. Une bouture comme celle-là. Et puis donc l'an dernier, il y a Michaud et William qui m'ont suggéré une chose pour les journées du patrimoine sur la guerre 14-18, ce qui n'était pas idiot puisque en gros on va fêter le centenaire de l'armistice 1918-2018, donc effectivement ça tombe assez. Donc on est dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Et donc il y a une équipe. J'ai écrit en fait, faut toujours faire un travail un peu basique, j'ai écrit un document qui fait une 30aine de pages où j'ai essayé sur chacun des soldats, moi ce que j'ai pu retrouver parce que une des difficultés majeures qu'on a, c'est de savoir qui a été mobilisé dans un village comme Chassagne pour la guerre de 14-18. Et on n'a retrouvé aucune liste de soldats mobilisés. Donc c'est un peu par recoupement. J'ai regardé tous les actes civils, par exemple, entre 1870 et 1910. J'ai pointé des noms de famille, je suis retourné voir aux archives militaires aussi pour faire des recoupements et tout. Et puis, bon, donc ça arrive, ça veut dire que les informations, on les a que petit à petit. Il y a aussi j'ai essayé de mettre des photos dans ce document, je vous en montrerai quelques-unes. C'est pas très facile en fin de compte de retrouver les photos des soldats de 14-18. Alors il y a un certain nombre, même une bonne partie m'ont dit si on a les photos, elles sont dans une boîte à chaussures. Il y a même qui me disent elle est grise, mais pour l'instant on ne trouve pas la boîte à chaussures. Donc je garde espoir, on va mettre le texte dans quelques semaines sur le site des vents sous Chassagne. Et voilà, je vais dater et au fur et à mesure qu'on arrivera à avoir plus de trucs comme ça, de faire un petit peu aussi. Au passage, je dois remercier un certain nombre de personnes en dehors des organisateurs. C'est toutes les personnes qui m'ont aidé finalement à valider ce que j'écrivais parce que je voulais absolument pas écrire des choses sans pouvoir valider à travers les familles, les descendants directs, etc. Donc je suis allé voir, embêter, c'est très important de faire une démarche qui ne soit pas que moi dans mon petit coin, parce qu'en faisant ça, forcément, on fait. Ce que je vous suggère, là, c'est de rentrer
rentrer un petit peu dans le sujet en regardant les choses de façon d'abord assez globale. Simplement déjà pour vous rappeler que dans l'Ardèche, il y avait 2 régions militaires de recrutement. Il y avait notre région et en fait le recrutement se faisait à Pont-Saint-Esprit, donc les danses là. Et vous voyez tout le nord, c'était un recrutement. Un jour ou un autre, donc par cette porte-là, la caserne Pétain, donc à Pont-Saint-Esprit. Alors, au global, qu'est-ce qu'on peut retenir comme chiffre si vous voulez en gros, en 1914, il y avait à peu près 250 habitants et à peu près 50 familles. C'est pas facile de savoir exactement combien il y avait de familles. Et le dernier recensement était de 1911. Donc j'ai fait un peu une classe. Il y a eu 54, alors c'est archéologique, c'est hier soir, c'est 55 soldats mobilisés en 1914. Donc c'était à peu près la moitié des hommes ou des garçons de la population du village. Bien plus si on prenait c'était en fait l'essentiel, je pense, à 2 ou 3 personnes sans doute qui avaient été réformées irréversiblement. Et j'ai pas encore réussi à vraiment savoir qui étaient ces personnes. Et donc après la guerre, donc alors 42 familles concernées, et 42 sur une cinquantaine. Il y a eu 15 tués donc, au combat, c'est ceux qui sont marqués donc, sur la plaque, plus 2 personnes mortes pour la France. Alors au début, j'étais un peu naïf, je me disais là, il y a tout le monde en fait. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a des morts pour la France qui ne sont pas là, donc là je vais en parler bien sûr. Et puis il y a des soldats de Chassagne, en mettant en exergue quelques cas, ou en parlant de ceux qui ont des descendants directs, indirects, qui sont présents. Des lettres. Tous ces soldats, ils envoyaient des courriers, et des courriers très... Vous voyez, c'était toujours en couleur. À l'époque, il fallait les faire, les cartes postales en couleur. Nous, ça nous paraît l'évidence, mais c'était pas du tout évident à faire. Et vous voyez, carte-lettre de l'espérance. Vous savez ça, ça m'a fait bien les choses. Et Annie Courtois-Vinissac a fait un travail remarquable. Elle a comme ça pu récupérer dans cette famille Vinissac-Morin tout un tas de lettres et elle a fait un peu une synthèse. Et puis dans le dernier numéro de la Vis, celui du mois de juin, il y a effectivement tout un article que Muriel Cizin a écrit sur Edmond Portal, qui est un de ces Vinissac-Morin, des côtés de Naples, qui a écrit comme ça tout un ensemble de lettres. Et il y a un article qui est très bien fait sur ces lettres, pas évident à faire, et j'ai trouvé ça. J'ai pas fait ce type d'approche. Donc voilà, ensuite je me suis un tout petit peu posé la question sur, quand tous ces jeunes étaient partis, en fin de compte, comment on faisait Chassagne pour vivre en quelque sorte. Et déjà on peut trouver pas mal de dessins dans la littérature sur effectivement le sort du pays quand tous ces jeunes étaient à la guerre. Et notamment, c'était les femmes qui étaient beaucoup impliquées donc, pour faire des obus, des têtes d'obus, pour faire des enfants. Le dernier numéro de la liste, vous avez vu, il y a une carte postale qui est superbe, qui est effectivement marquée graines de poilu, et puis de l'agriculture. Et donc vous voyez que même nos amis anglais s'apitoyaient, le pauvre sort des femmes françaises, et il y avait des affiches de ce type-là. Voulez-vous aider les femmes de France? Si oui, économiser du blé. C'est assez marrant parce que c'était en Angleterre au début du siècle, sachant que l'Irlande était encore une colonie à ce moment-là, et que les Anglais affamaient encore, de façon non négligeable, l'Irlande. C'était vraiment un pays colonisé en quelque sorte. Donc c'était assez marrant, les Anglais qui disaient allez, sauvez ces gens français, ces peuples français, ces pauvres femmes françaises, et en même temps ils continuaient à serrer un petit peu. Et beaucoup d'affiches, en fin de compte, sont d'hostilité. Battez les blés, l'effort paysan, semez des pommes de terre, ayons une chair, attention, quand vous mangez du pain, faites des petites tranches, comme ça, vous en lâcherez moins, etc., etc. Donc on sent bien que, et puis quand on regarde, c'est soit des anciens, soit des jeunes, soit des femmes qui sont impliquées dans les travaux. Donc voilà, c'est un petit peu... Sinon, quand on regarde par exemple au niveau de l'Ardèche, l'emblavement en bâtissant ici en 1913 en pommes de terre et en céréales, regardez en 1917, c'était plus que les 2 tiers. Manifestement, avant c'était pas l'opulence, et il restait plus que les 2 tiers en 1917, c'est-à-dire que
il n'y avait pas de famine, mais ça devait quand même être assez dur. Les animaux, c'était moins marqué, si vous voulez, c'était plus résistant parce qu'il y avait toujours cette idée de capital, les animaux sur plusieurs années, etc. Alors que là, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, l'Ardèche souffrait, et sans doute Chassagne a souffert. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'il y avait comme famille à ce moment-là, au niveau de Chassagne, de famille, je veux dire avec l'agriculteur et son épouse. En fait, j'en ai retrouvé que 8. Il y a la famille Augelas qui ont perdu effectivement leurs 2 enfants très jeunes, que j'évoquais tout à l'heure. La famille Chavet, qui était rentrée de Chassagne. Henri-Jérôme Froment est épouse de Euphrasy Coulon, qui est donc le grand-père de Désiré, que vous connaissez. Henri Griolet, qui est effectivement le grand-père de Simone. Auguste Payan, qui est le grand-père de Jean, qui était la d'ailleurs. Ensuite, la famille Pertus, qui était au Chaviscol. Famille Sautel, qui était au mois de la Galesse, hein, la maison Pierry, je crois qu'on l'a appelé. Voilà, c'était avant le maire de la Galesse. Et puis une famille Thibon, qui était à la ferme de la Barque. Pour moi, c'était la maison du Silet, ou alors il y avait 2 familles dans la même maison. Toujours est-il, il n'y avait que 8 familles d'agriculteurs. Et quand vous regardez l'âge en 1914 de ces agriculteurs, ils avaient aux alentours de la cinquantaine. Donc, ça veut dire que l'agriculture à l'époque, ça cassait quand même plus qu'aujourd'hui, donc il devait être déjà pas mal cassé. Alors l'impact sur tout ce qui est naissance, mortalité, etc., il est aussi quand même assez important. Regardez ici sur les décennies précédentes de conflit, le nombre de naissances et de décès, bon, il diminuait donc, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Mais regardez ensuite les naissances pendant le conflit, ça s'est écroulé. Il y avait à peu près plus de naissances à partir de 1916, 17, 18, etc. sur Chassagne. Et il y a eu un rebond après, il a fallu attendre 1920. Pour les mariages, regardez, c'est pareil. Pas un seul mariage, celui-là c'était avant le conflit, c'était au printemps 2014. Et le premier mariage, qui était c'était en 1921. Donc c'était vraiment le calme plat en matière d'état civil. Bien sûr, il y a toujours des décès. Et ces décès, il faut tenir compte des 15 effectivement qui sont. Sur la moyenne, on se dit en Chassagne, c'est peut-être un cas particulier. J'ai regardé les 3 villages, Chassagne, Naves et Braic. En gros, c'est la même tendance, c'est-à-dire que sur les décennies précédentes, il y avait un taux de mariage assez stable. Sur ces trois petites communes, il y en avait 7 à 8 par an, de moins en moins de décès et de naissances. Et vous voyez l'écroulement des naissances ici. Et une remontée assez lente ensuite, et qui se fait un peu à proportionnellement. Donc on voit bien que sur les populations locales, de villages tels que Chassagne, Braic ou Naves, ça a été très très marqué. Et la chute de population qu'il y a eu entre 1911 et 1921 est largement due effectivement à ce problème. En fait. La chute s'est accélérée en quelque sorte. Alors ensuite, pour conclure ce 2 tons, le premier ton, je ne savais pas trop quoi prendre en conclusion. Puis j'avais depuis longtemps une carte de mon grand-père qui avait donc fait Verdun. Il raconte ici que il est à 30 km du gros pont de la Bataille et vous voyez, ça fait trembler nous. Et puis à la fin de sa carte, il s'est lâché. Donc je lis et j'ai laissé toutes les fautes de français d'orthographe. Je ne peux comprendre que l'homme puisse agir et commander des choses pareilles. Ce qu'on appelle l'honneur, pour moi, c'est de l'horreur. Mais si ceux qui vont jusqu'au bout étaient, alors, l'orthographe, étaient là une minute, leur dire serait autre que dans un salon de Paris, où on peut aller jusqu'au bout avec des soldats, mais quel bouchon. C'est-à-dire, c'était un moment de rébellion, en quelque sorte. Il valait mieux ne pas se faire piquer, en quelque sorte, avec ce genre de choses, je pense, à l'époque. Mais bon, c'était un homme de caractère, de mauvais caractère, je ne sais pas comment dire les choses. Voilà, il est là. Et il avait écrit ça. Donc, voilà, ça marquait un petit peu la couille, ça. Alors pour terminer quand même sur une note un petit peu rude et triste, je me suis posé la question, est-ce qu'à l'époque on riait ou pas de la guerre de 14-18, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des caricatures, est-ce qu'il y avait des chansonniers, il y en avait sans doute, hein.
Donc on continuait quand même à essayer de rire des choses, notamment à travers des caricatures. Vous voyez ici un soldat allemand et un français qui font un bras de fer. Et il y avait une revue, le Charlie Hebdo de l'époque, ça s'appelait Le Rire. Ça tombait bien. Et à chaque fois, toutes les couvertures que j'ai pu voir, c'est ce genre-là. Il y a un soldat français qui est en train d'écrabouiller. Donc ici, c'est des soldats allemands. Le casque prussien ici. Il y avait aussi effectivement des caricatures, bien entendu, des deux côtés d'ailleurs. On voit aussi des caricatures des Allemands par rapport aux soldats français, notamment, qui venaient pas que de la France profonde, mais qui venaient aussi d'Afrique. Des caricatures très racistes. Et puis il y avait des choses sur le langage des tranchées. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de mots en fin de compte qu'on utilise aujourd'hui qui sont nés en fait dans les tranchées et qu'on utilise sans du tout savoir d'où ça venait, la vectance, enfin, tous ces mots très classiques, pinard, etc. C'est des mots en fait qui sont nés ou qu'on tricore en quelque sorte. Pinard, tu sais très bien Pinard? Ici, ça vient de là, mais ça a peut-être une racine plus profonde. C'est un médecin qui s'appelait Pinard. Ah oui, je l'avais su ça. Ouais. C'est un médecin qui s'appelait Pinard et qui disait que pour les soldats, il leur fallait 5 litres de vin par jour. Ouais. On disait c'est du Pinard. Ouais. Alors quand on veut durable, ouais, ça existait. Un paquet, un paxon, ça existait. Bon, les godasses, bien sûr. La vectance, le cuistot, la barbaque. Enfin bon, c'est des mots qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, qui existaient, semble-t-il, pas avant et qui ont pris naissance. Donc, j'enseignais. Et puis, il y a ce genre de choses, ça m'a un peu interpellé, cette image, vous voyez. La journée du poilu, on croit comprendre un petit peu en quoi ça consiste. 25 et 26 décembre 1915, et alors organisé par le Parlement. C'est ça qui m'a interpellé. Ce genre d'activité était, semble-t-il, complètement officielle et organisée par le Parlement. Alors voilà, je vous la laisse à votre appréciation, mais c'est un peu bizarre. Et alors, ce qui est quand même bien avec Internet, c'est que il y a une mine comme ça de caricatures de tous les conflits, notamment de la guerre 14-18, et on peut avoir un accès aujourd'hui avec Google, il suffit de mettre caricature guerre 14-18, vous en avez des dizaines, même des centaines. Et c'est vrai que ça vaut le coup de les regarder un petit peu, ça permet de goûter un peu l'ambiance qu'il peut y avoir au niveau de tout ce qui était journal satirique, chansonnier, etc. Voilà ce que je voulais vous raconter, hein, c'est un petit résumé. Je vais aller assez rapidement sur malheureusement toutes ces personnes, mais bon, voilà, en même temps, je trouve que c'était le moment de faire un hommage à tous ces jeunes, puisque c'était il y a un siècle, 1918, et que cette année, on a dit on fête l'armistice. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a saisi l'occasion pour faire ça. Et donc, il y aura un texte sur le site, et ce texte, on va l'amender au fur et à mesure qu'on aura des compléments, des photos, par exemple, des choses comme ça. Ce serait peut-être bien aussi d'essayer de rassembler des lettres, si les gens trouvent des lettres. Enfin, voilà. J'ai pas fini de vous embêter éventuellement avec cette guerre de 14. Bien, merci. Merci à vous. Merci à toi, Daniel.
votre avis sur la question du patrimoine, monsieur? Une question? Oui, j'attends la réponse. Il n'y a pas photo. Non, mais il y a un film.